5 minutes. Juste 5 petites minutes. Et pourtant, ces 5 minutes-là allaient suffire à provoquer la plus violente controverse climatique que les Nations Unies aient jamais connue, fracturant pour toujours l'opinion mondiale en deux camps irréconciliables, ceux qui défendaient l'action écologique et ceux qui la combattaient. Quelques instants plus tôt, Donald Trump achevait à peine son discours incendiaire devant l'Assemblée générale de l'ONU. Un discours dans lequel il avait osé qualifier le changement climatique de plus grande arnaque jamais perpétrée sur le monde, allant jusqu'à accuser l'Europe entière de se détruire elle-même avec ses politiques vertes délirantes. Et là, debout face à l'Assemblée, il affichait ce sourire satisfait, cette assurance provocatrice devenue sa marque de fabrique. Dans sa tête, aucun doute, il venait de marquer des points décisifs contre ce qu'il appelait l'hystérie climatique mondiale. Personne, pensait-il, n'aurait le cran de le contredire frontalement sur un sujet aussi explosif et surtout pas devant les caméras du monde entier. Sauf que voilà, dans cette salle chargée d'histoire des Nations Unies, quelque chose s'était profondément transformé depuis son premier mandat. Une nouvelle génération de dirigeants européens venait d'arriver et celle-ci n'avait plus la moindre intention d'encaisser ces provocations en silence. Au milieu d'eux, un homme observait Trump avec un calme presque inquiétant, un calme qui aurait dû à lui seul faire tilter l'ancien président américain Sébastien Lecornu, Premier ministre français. Parce que ce qui allait suivre, personne ne l'avait vu venir. Et cela allait marquer un tournant historique dans le débat climatique mondial. Mais pour saisir vraiment l'ampleur du tremblement de terre qui s'apprêtait à secouer cette assemblée solennelle, il faut rembobiner le film de quelques heures. Direction la suite présidentielle du Plaza Hotel. C'est là, dans le luxe feutré de cette pièce, que Trump peaufinait avec une précision quasi militaire son offensive contre les politiques climatiques européennes. Autour de lui, ses conseillers les plus fidèles, les plus radicaux aussi. Et au milieu de ce cercle restreint, l'ancien président américain affûtait un par un ses arguments les plus provocateurs. Ces Européens prétentieux croient pouvoir donner des leçons au monde entier avec leur Green Deal ridicule. Lâchait-il à son équipe les yeux rivés sur les dernières données économiques du vieux continent? Regardez leurs factures d'électricité, leurs entreprises qui fuient vers l'Asie, leurs agriculteurs qui manifestent. Leur politique climatique est un suicide économique et je vais le démontrer devant le monde entier. Est son plan d'attaque simple en apparence mais d'une efficacité redoutable. Premièrement, utiliser la tribune prestigieuse de l'ONU comme un véritable tribunal pour démolir brique après brique la crédibilité des politiques climatiques européennes. Deuxièmement, se positionner lui et les États-Unis en modèle absolu de pragmatisme économique face à ce qu'il qualifiait d'idéologie verte européenne. Et enfin, troisièmement, le coup de grâce diplomatique, isoler l'Europe sur la scène climatique mondiale, en ralliant autour de lui les pays émergents séduits par une approche dite réaliste du développement. Sauf que voilà, ce que Trump ignorait totalement, c'est qu'à quelques kilomètres seulement de cette suite dorée, dans un autre hôtel new-yorkais, un autre homme préparait exactement la même confrontation. Et lui aussi avec une minutie toute française. Cet homme, c'était Sébastien Lecornu. Et le Premier ministre français n'avait clairement pas traversé l'Atlantique pour encaisser passivement les provocations trumpiennes. Non. Il était venu à New York avec une mission claire en tête, défendre une certaine idée de l'Europe et avec elle, la responsabilité climatique du monde entier. Là où ses prédécesseurs européens, eux, s'étaient souvent retrouvés gênés aux entournures face aux attaques de Trump, parfois même tentés par la facile diplomatie de l'esquive Lecornu, lui avait fait un choix politique radicalement différent. Un choix majeur affronter Trump frontalement, sans détour, sur le terrain scientifique et économique, avec des arguments tellement solides, des données tellement précises que même le plus populiste des politiciens de la planète serait incapable d'y opposer quoi que ce soit. Et pour préparer ce duel dans les semaines qui précédaient ce voyage outre-Atlantique, une véritable cellule de travail ultra spécialisée avait été montée à Matignon. Une équipe d'élite, réunie en secret, composée des meilleurs experts français en climatologie, en économie verte et en diplomatie environnementale. Parmi eux, Valérie Masson-Delmotte, climatologue de renommée mondiale et vice-présidente du GIEC, qui avait apporté sur la table les toutes dernières données scientifiques. François Gemène, spécialiste reconnu des migrations climatiques, qui s'était chargé des projections démographiques. Et Barbara Pompili, ancienne ministre de la Transition écologique, qui avait soigneusement compilé tous les succès concrets de la politique climatique française. « Monsieur le Premier ministre », la phrase tombe posée lors d'une réunion confidentielle dans les bureaux de Matignon. Celle qui parle, c'est Valérie Masson-Delmotte.
Et son analyse de la machine Trump est d'une lucidité glaçante. Trump fonctionne sur les fake news et les approximations. Mais face à des données scientifiques précises, vérifiables et récentes, sa rhétorique s'effondre. Il suffit d'avoir les bons chiffres au bon moment. Voilà, tout était dit. Et c'est exactement à cette mission que l'équipe s'attaqua des semaines durant sans relâche. Leur objectif, bâtir un véritable arsenal de données absolument irréfutable. Au programme Évolution des températures mondiales avec une précision au dixième de degré, pré-coût économique réel, bien réel des catastrophes climatiques, création d'emplois dans le secteur des énergies renouvelables et comparaison internationale pays par pays des performances énergétiques. Et le plus impressionnant dans tout ça, chaque argument que Trump pourrait sortir avait été anticipé en amont. Chaque contre-vérité, une riposte calibrée prête à l'emploi. Mais Lecornu ne s'arrêta pas là. Il fit même appel à un autre poids lourd de la science climatique, Jean Jouzel. Ancien vice-président du GIEC, prix Nobel de la paix, sa mission à lui valider scientifiquement un par un chacun des arguments du premier ministre, et lors d'un de leurs échanges, le climatologue lui glissa cette phrase qui allait résonner longtemps. « Sébastien, vous allez affronter l'un des plus grands démagogues de notre époque. Mais vous avez un avantage, la science est de votre côté, et la science finit toujours par triompher. » Le 23 septembre 2025. Retenez bien cette date parce qu'elle restera gravée à jamais dans l'histoire de la diplomatie climatique internationale. Ce matin-là, l'Assemblée générale des Nations unies ouvrait ses portes dans une atmosphère particulièrement électrique. Sur le papier, l'ordre du jour était officiellement consacré au développement durable et à la lutte contre le changement climatique. Mais en coulisses, tout le monde savait pertinemment de quoi il s'agissait vraiment d'une confrontation majeure frontale entre deux visions diamétralement opposées de l'avenir de notre planète. Et c'est Trump qui avait demandé à prendre la parole en premier. La tradition diplomatique le permettait, accordant la priorité aux anciens présidents américains. Alors à 14 heures précises, pas une minute de plus, pas une minute de moins, il monta à la tribune. Et là, l'image était saisissante, costume bleu marine impeccable, cravate rouge, et cette assurance théâtrale qui faisait depuis toujours sa marque de fabrique. « Mesdames et messieurs les délégués », lança-t-il avec cette voix forte, ses gestes amplifiés, cette mise en scène qu'il maîtrisait à la perfection. « Je suis venu ici aujourd'hui pour dire une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Le changement climatique, et c'est la plus grande arnaque jamais perpétrée sur le monde. » Et là, dans la salle, un murmure traversa l'Assemblée. Pourtant, ces diplomates-là, on peut difficilement dire qu'ils étaient des novices en matière de provocation trumpienne. Mais malgré toute leur expérience, malgré toute leur habitude, ils n'en revenaient pas. Une attaque aussi frontale, aussi brutale, aussi décomplexée, et ce dans l'enceinte sacrée de l'ONU, personne n'y était préparé. Et Trump, lui, ne faisait que commencer. « Regardez l'Europe », poursuivit-il, pointant théâtralement du doigt la section européenne de l'Assemblée comme on désigne un coupable au tribunal. Ils se détruisent avec leur politique verte délirante, leurs factures d'électricité, ont triplé leurs industries, fermant leurs agriculteurs, manifestent dans les rues. Et pendant ce temps, la Chine et l'Inde continuent de polluer massivement. Où est la logique? L'attaque directe, personnelle, est particulièrement blessante pour tous les Européens présents dans la salle. Mais Trump n'en avait pas terminé, loin de là. Il continua sur sa lancée enchaînant les coups, les énergies renouvelables, une gigantesque escroquerie. Le vent ne souffle pas toujours, le soleil ne brille pas la nuit. Comment peut-on baser l'économie d'un pays sur des sources d'énergie aussi peu fiables? Et c'est là que vint le moment qu'il attendait depuis le début, l'attaque personnelle, visant directement la France, visant directement Lecornu. Et que dire de la France, ce pays qui se prétend leader mondial de l'écologie pendant que ses centrales nucléaires vieillissantes menacent l'Europe entière, monsieur Lecornu, vos éoliennes défigurent vos paysages et ruinent vos agriculteurs. Vos voitures électriques ne roulent que grâce au nucléaire. Où est la cohérence? Cette provocation-là, elle n'avait rien d'improvisé. Tout était calculé, calibré, pensé pour mettre Lecornu en difficulté en direct devant l'Assemblée mondiale entière. Ce que Trump attendait, une réaction émotionnelle, une défense embarrassée, le genre de moment qu'il adorait, celui où il pouvait écraser son adversaire par sa seule rhétorique populiste. Sauf que... il ne se passa rien. Lecornu resta imperturbable, calme.
prenant des notes posément sans afficher la moindre émotion sur son visage. Et cette sérénité, croyez-moi, elle aurait dû tirer la sonnette d'alarme dans la tête de Trump. Elle aurait dû. Mais l'ancien président américain était bien trop emporté par sa propre performance pour s'apercevoir du danger qui se préparait. Et c'est sur cette même tonalité que Trump amena enfin son discours vers sa conclusion. Une conclusion qu'il avait servi 1000 fois sa formule fétiche en quelque sorte. L'Amérique a choisi le réalisme économique plutôt que l'idéologie verte. Nous créons des emplois, nous baissons les prix de l'énergie, nous restons la première puissance mondiale. Pendant que l'Europe se suicide avec ses rêves écologistes. Et là, dans la salle, tous les regards convergèrent au même instant vers un seul et même homme, Sébastien Lecornu. Calmement, sans la moindre précipitation, il demanda la parole. Puis le Premier ministre français se leva. Avec cette élégance naturelle presque innée qui faisait la signature de la diplomatie française, il monta à la tribune, sans hâte, sans empressement, et avant même d'ouvrir la bouche, il fit quelque chose qui en disait déjà long, il fixa Donald Trump droit dans les yeux. « Monsieur l'ancien président Trump », commença-t-il enfin d'une voix posée, maîtrisée mais parfaitement audible jusqu'au fond de la salle. « Je vous remercie pour cette démonstration parfaite de ce qu'est le négationnisme climatique au XXIe siècle. Vous venez de nous offrir un condensé de fake news, d'approximations et d'erreurs. Permettez-moi de rétablir quelques vérités factuelles. » Et là, c'était fini. L'attaque était immédiate, directe, frontale, mais formulée avec cette politesse à la française qui rendait l'ironie encore plus cinglante, encore plus tranchante. Trump, visiblement pris au dépourvu par cette offensive qu'il n'avait pas vue venir, se rassit dans son fauteuil, avec sur le visage une grimace contrariée qui ne trompait personne. Vous parlez d'arnaque climatique. Et là, sous les yeux de l'Assemblée médusée, Lecornu sortit un dossier de sa serviette. Voici les données de la NASA, de la NOAA et du GIEC. 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée avec une température moyenne supérieure de 14 degrés Celsius. Première salve, précise, imparable. Et croyez-moi, ce n'était que le début, méthodiquement sans jamais perdre son calme. Lecornu enchaîna. Vous critiquez les énergies renouvelables. L'Europe produit aujourd'hui 47% de son électricité grâce aux renouvelables. Le coût du solaire a chuté de 70%. Les États-Unis, eux, restent dépendants à 79% des énergies fossiles importées et sont dans une impasse technologique. Et là, attention, le coup de grâce arrivait. Vous accusez l'Europe de se suicider économiquement. L'industrie européenne des clean tech emploie 3,3 millions de personnes et génère 306 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Tesla. L'entreprise américaine, symbole de la transition énergétique, réalise 45% de ses ventes en Europe. Monsieur Trump, nos politiques vertes délirantes enrichissent vos propres entreprises. Et là, dans la salle, quelque chose se passa. L'Assemblée commença à réagir, des sourires se mirent à fleurir l'un après l'autre sur les visages des délégués européens. Le vent était en train de tourner et tout le monde le sentait. Sauf que Lecornu, lui, n'en avait absolument pas terminé. Loin de là. Sous les yeux de l'Assemblée pendue à ses lèvres, il sortit un second document de son dossier. Et là, nouvelle salve. Parlons maintenant des coûts des catastrophes climatiques. En 2024, les États-Unis ont subi 47 milliards de dollars de dégâts climatiques ouragans, en Floride, incendies en Californie, tornades dans le Midwest. L'Europe, 23 milliards d'euros. Nos investissements dans l'adaptation climatique nous coûtent moins cher que votre inaction ne vous coûte en réparation. Et ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde, imparable, implacable. Et de l'autre côté de la salle Trump. Trump qui commençait à s'agiter sur son siège, visiblement déstabilisé par la précision chirurgicale des attaques françaises. Mais Lecornu, dans son rôle, ne lui laissait aucun répit. Aucun. « Vous moquez nos voitures électriques ?» poursuivit-il sans même reprendre son souffle. L'Europe produit 2-3 millions de véhicules électriques par an contre 8 millions aux États-Unis. Notre autonomie d'innovation technologique nous rend moins dépendants du pétrole importé. Pendant que vous subventionnez encore les compagnies pétrolières, nous créons les emplois du futur. Et c'est là, mes amis, que vint le coup de grâce. Cette phrase, oui, cette phrase précise qui allait faire le tour du monde en quelques heures à peine. Monsieur Trump, vous nous accusez de nous suicider avec l'écologie. Permettez-moi de vous dire que refuser la réalité scientifique, c'est cela le véritable suicide. Et l'Amérique mérite mieux que vos mensonges climatiques.
Le silence qui suivit ces mots assourdissants, tout simplement assourdissants. Et Trump, lui, pour la première fois depuis très très longtemps, semblait réellement déstabilisé. Mais croyez-le ou non, le cornu n'avait toujours pas fini sa démonstration. Mais peut-être préférez-vous parler de nos agriculteurs que vous prétendez défendre. Et là encore, une attaque parfaitement ciblée. Grâce à nos politiques d'adaptation climatique, l'agriculture française a maintenu sa productivité malgré les sécheresses. L'agriculture américaine, vous avez perdu 34% de vos récoltes de maïs à cause des vagues de chaleur l'été dernier. Qui protège vraiment ces agriculteurs? Et là, ce n'était plus une simple discussion. Ce n'était même plus un débat. Non. C'était un véritable tsunami de données factuelles qui déferlait sur Trump vague après vague. Chaque argument de l'ancien président américain méthodiquement démoli, pulvérisé même, par des chiffres vérifiables, sourcés, indiscutables. Vous parlez de cohérence énergétique? Et là, le cornu enchaîna sans même reprendre son souffle. La France produit 93% de son électricité sans carbone grâce au nucléaire et aux renouvelables. Les États-Unis, 61% d'énergie fossile polluante. Nos émissions de CO2 par habitant, 4 tonnes. Et là, c'est un mot qui résume tout accablant. Oui, accablante, voilà ce qu'était la démonstration pour Trump à ce moment précis. L'ancien président américain tentait désespérément de reprendre la parole, de placer un mot n'importe lequel, mais rien n'y faisait. Et pendant ce temps-là, les cornus lui avaient soigneusement préparé sa conclusion, mot par mot. Et la voici: Monsieur Trump, vous représentez le passé, le déni, l'inaction, l'irresponsabilité face aux générations futures. L'Europe représente l'avenir, l'innovation, la responsabilité, la lucidité scientifique. L'histoire jugera qui avait raison entre celui qui niait le problème et ceux qui le résolvent. Et puis mes amis, il y eut cette phrase finale, cette phrase qui à elle seule restera gravée dans les mémoires pour les décennies à venir. La voici, la plus grande arnaque jamais perpétrée sur le monde, Monsieur Trump, ce n'est pas la lutte contre le changement climatique. C'est de faire croire aux gens qu'on peut ignorer la science sans conséquence. Et ce qui suivit une explosion. Pas une métaphore, je vous parle d'une vraie explosion. D'applaudissements. Phénoménal. Debout, la majorité de l'Assemblée générale ovationna le cornu pendant 3 minutes pleines. 3 minutes ininterrompues. Trump, lui, livide. Tout simplement livide, au point qu'il avait déjà quitté la salle avant même la fin du discours français. Et ensuite, l'onde de choc fut immédiate, planétaire. En quelques minutes à peine, les extraits du discours de l'écornu devenaient viraux sur tous les réseaux sociaux de la planète. Et les hashtags, ils s'enchaînaient en boucle. L'écornu contre Trump. Climate facts, not fakes. Science wins. Tous en tendance mondiale. Pendant 72 heures consécutives. Et ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'aux États-Unis même, là en plein cœur du territoire trumpien, la réaction fut tout simplement massive. Les grandes universités américaines, et pas n'importe lesquelles, Harvard, MIT, Stanford, sortirent toutes du silence. Une à une, elles publièrent des communiqués officiels saluant la victoire de la science sur la démagogie. Et ce n'était que le début. Plus de 2000 scientifiques américains, oui, vous avez bien entendu, 2000 signèrent dans la foulée une pétition pour soutenir les propos de l'écornu et exiger publiquement que Trump cesse une bonne fois pour tous ces mensonges climatiques. Et de l'autre côté de l'Atlantique en Europe, les effets furent encore plus spectaculaires, plus profonds, plus durables, parce que pour la première fois depuis des années entières, un dirigeant européen venait de tenir tête à Trump, avec succès, sur son propre terrain, et surtout devant les caméras du monde entier. Et les chiffres, eux, ne mentaient pas. Les sondages dans les jours qui suivirent révélèrent un véritable sursaut de fierté européenne. Selon Eurobaromètre, l'institut de référence à l'échelle du continent, ce ne sont pas moins de 84% des Européens qui approuvaient l'intervention de Sébastien Lecornu. 84%, vous imaginez le score, mais ce qui fut peut-être le plus marquant dans toute cette séquence, ce ne fut pas les sondages, non. Ce fut la réaction de la jeunesse mondiale, et notamment celle d'une voix bien connue. Greta Thunberg en personne prit Twitter d'assaut pour écrire « Enfin un dirigeant qui dit la vérité climatique sans complexe. Merci à Sébastien Lecornu. » Et là, ce fut un effet domino. Les mouvements climatiques du monde entier, et je dis bien du monde entier, adoptèrent instantanément Lecornu comme leur nouveau héros politique.
Quant à Donald Trump, lui humilié publiquement devant la planète entière, il tenta bien de répliquer. Quelques tweets vengeurs par-ci, quelques attaques par-là. Mais le résultat catastrophique. Tous tombèrent à plat. Et c'est logique au fond, comment voulez-vous répondre à des données scientifiques vérifiables? Comment contester des chiffres officiels sourcés validés par des institutions reconnues? Sa stratégie habituelle, celle du mensonge et de la provocation, venait pour la toute première fois de se heurter de plein fouet au mur infranchissable de la réalité factuelle. Et 6 mois plus tard, ce fameux discours, eh bien, ses conséquences étaient toujours là, bien présentes, bien réelles. Lécornu, lui, n'était plus simplement Premier ministre français. Il était devenu une véritable figure internationale de la lutte climatique, invité dans toutes les grandes universités du monde, consulté par tous les leaders européens sans exception. Quant à Trump, l'histoire prenait pour lui une tournure bien différente. Il avait perdu de sa crédibilité, et pas seulement auprès de ses adversaires habituels, ça c'était attendu. Non, le plus dramatique pour lui, c'est qu'il l'avait perdu jusque dans ses propres rangs, auprès de ses soutiens les plus traditionnels. Beaucoup d'Américains, en effet, venaient de découvrir, grâce à un premier ministre français, à quel point leurs propres dirigeants les avaient trompés, dupés, manipulés sur la réalité climatique pendant des années entières. Et l'histoire, croyez-moi, l'histoire avec un grand H retiendra ceci. Ces 5 minutes-là à l'ONU marquèrent un tournant, un vrai. Le moment précis où l'Europe cessa d'avoir peur des provocations américaines et osa enfin défendre ses convictions avec fermeté. Tête haute, Lécornu venait de prouver devant le monde entier qu'on pouvait battre le populisme avec la vérité scientifique, à une seule condition. Une seule. Avoir le courage de la dire clairement. Et comme l'écrivit quelques jours plus tard l'un des plus prestigieux quotidiens américains, le The New York Times, citation que je vous laisse savourer, en 5 minutes, un premier ministre français a fait plus pour la cause climatique que 10 ans de négociations diplomatiques. Boum. Tout est dit. Lécornu venait de rappeler au monde une chose simple. Une chose presque évidente, qu'entre les mensonges d'un côté et la science de l'autre, le choix devrait être évident. Et cette leçon-là, croyez-le ou non, elle résonne encore aujourd'hui, avec autant de force, face à tous les démagogues de la planète qui s'obstinent à nier la réalité. Et la conclusion, elle est toujours la même, la meilleure arme reste et restera toujours la vérité, mais une vérité courageusement énoncée et solidement documentée. Sauf que voilà, et c'est là que ça devient passionnant, derrière cette confrontation spectaculaire que le monde entier avait pu suivre, en direct se cachait quelque chose. Quelque chose que très peu de personnes connaissaient vraiment, une préparation. Une préparation longue, méticuleuse, étalée sur plusieurs mois. Et c'est cette histoire-là, l'histoire des coulisses, que personne n'a jamais racontée jusqu'à présent. Et l'histoire secrète de cette réponse historique, eh bien, elle ne commence pas à New York. Non. Elle commence beaucoup plus tôt, 4 mois plus tôt pour être exact. Et le décor, les bureaux feutrés presque silencieux de l'Élysée, lors d'une réunion de crise entièrement consacrée à la stratégie climatique française. À l'époque, le retour annoncé de Trump sur la scène internationale faisait déjà trembler les chancelleries. Et face à cette menace, Emmanuel Macron lui n'avait pas attendu. Il avait convoqué ses plus proches conseillers dans le salon Napoléon de l'Élysée, une froide soirée de mai. L'objet de cette réunion clair, direct, sans ambiguïté. Comment répondre vraiment efficacement cette fois aux attaques climatiques trumpiennes qui à nouveau recommençaient à empoisonner tout le débat international et c'est là, dans le silence de ce salon historique, que le président français avait pris la parole. Trump va revenir en force sur la scène internationale. Avait-il prévenu avec une lucidité glaçante? Ces mensonges climatiques trouvent un écho croissant, y compris en Europe. Nous devons être prêts à lui répondre avec une précision chirurgicale. Et autour de cette table, ce soir-là, ce n'était pas n'importe qui. Non, on parle ici des plus grands experts français en climatologie et en communication politique. Excusez du peu. Valérie Masson-Delmotte, d'abord climatologue de renommée mondiale, coprésidente du groupe de travail du GIEC. À ses côtés, François Gemène, spécialiste reconnu des migrations climatiques et professeur à Sciences Po. Puis Barbara Pompili, ancienne ministre de la Transition écologique. Et enfin, dernier, mais pas des moindres, Jean Jouzel, ancien vice-président du GIEC. Et surtout, prix Nobel de la paix aux côtés d'Al Gore. Une Dream Team, vous l'aurez compris. Et c'est Valérie Masson-Delmotte qui prit la parole en premier, calmement, posément. « Monsieur le Président », commença-t-elle en s'adressant directement à Macron,
Trump utilise systématiquement 3 techniques de désinformation climatique, la contestation des données scientifiques, la dramatisation des coûts économiques de la transition et la relativisation par rapport aux autres pays. Nous devons préparer une réponse factuelle imparable sur chacun de ces points. Et c'est à ce moment-là que Jean Jouzel, le prix Nobel, prit la parole pour compléter l'analyse, avec dans la voix toute l'expérience d'un homme qui en a vu d'autres. Le problème avec Trump, expliqua-t-il, c'est qu'il mélange habilement quelques données réelles avec beaucoup de fake news. Il faut le piéger sur ses propres contradictions avec des chiffres qu'il ne pourra pas contester parce qu'ils viennent de sources américaines qu'il ne peut pas décrédibiliser. Et là, attention, c'est là que tout devient brillant. Cette stratégie à la fois simple et redoutable, elle avait même un nom au sein de la cellule. Il l'appelait le jiu-jitsu climatique. Le principe retourner la force de l'adversaire contre lui-même. Magnifique nom. Et c'est cette technique-là qui allait devenir dans les semaines à venir la véritable marque de fabrique de toute la riposte française. Concrètement, ça donnait quoi? Eh bien, pendant des semaines entières, l'équipe constituée par Macron et dirigée d'une main de fer par Lecornu allait compiler méthodiquement un véritable arsenal de données irréfutables. Des données venues, d'où à votre avis pas de France? Non. Toutes issues, et c'est là le génie de la chose, de sources américaines officielles, la NASA, la NOAA, le département de l'énergie, l'Agence de protection de l'environnement. Trump allait être démoli avec ses propres armes. Et c'est à ce moment-là, dans cette même réunion, que François Gemenne intervint, avec une dimension stratégique absolument cruciale qui changeait tout. Il ne suffit pas d'avoir raison scientifiquement, expliqua-t-il, posant le doigt sur le vrai problème. Il faut aussi gagner la bataille de l'opinion publique. Trump excelle dans la simplification populiste. Nous devons être tout aussi clairs, mais avec la vérité. Et cette exigence-là, celle d'une pédagogie scientifique accessible, compréhensible par tous, allait à partir de cet instant guider toute la préparation de Lecornu, du début à la fin. Mais ce qui rendait cette préparation absolument unique en son genre, ce n'était pas tellement la rigueur, ni même la qualité des experts, non. C'était l'ambition que Lecornu avait affichée dès le départ à ses conseillers les plus proches, une ambition claire, nette, frontale, pas seulement répondre à Trump, non, l'écraser, intellectuellement, devant l'opinion mondiale tout entière. Je ne veux pas d'une réponse diplomatique polie, avait-il déclaré sans détour à ses conseillers. Je veux une démonstration si implacable que plus aucun climato-sceptique n'osera répéter ses mensonges après. Et cette détermination, cette obsession presque, allait conduire l'équipe à un véritable travail de bénédictin, une rigueur monastique. Chaque affirmation habituelle de Trump, chacune sans exception, fut passée au crible, vérifiée, documentée, réfutée avec une précision scientifique absolue, mais l'équipe ne s'arrêta pas là. Loin de là. Elle alla même chercher des experts venus d'un tout autre horizon, des spécialistes en psychologie cognitive. Pourquoi? Pour comprendre en profondeur comment présenter les données de façon à maximiser leur impact sur l'opinion publique. Et c'est dans ce cadre-là qu'un nom fut convoqué en secret, Sander van der Linden, directeur du Cambridge Social Decision Making Lab, et spécialiste reconnu mondialement de la désinformation climatique. Lors d'une visioconférence sécurisée, il livra à Lecornu une analyse qui allait tout changer. « Monsieur le Premier ministre, expliqua-t-il, Trump utilise ce que nous appelons des zombies-arguments. Et là, accrochez-vous parce que le concept est fascinant. Des affirmations fausses, mais accrocheuses, qui reviennent sans cesse malgré leur réfutation répétée. Vous voyez l'image des arguments qu'on croit morts, mais qui reviennent toujours. Comme des zombies. La seule façon de les tuer définitivement, c'est une réfutation si spectaculaire qu'elle marque les esprits pour toujours. Et cette analyse-là, mes amis, cette analyse, c'est elle qui allait inspirer toute la stratégie finale de Lecornu. Et cette stratégie, mes amis, elle tenait en une phrase, une seule. Ne pas se contenter de corriger les erreurs de Donald Trump. Non, mais les pulvériser, littéralement. Avec une telle force, une telle violence intellectuelle que plus jamais personne à l'échelle mondiale ne puisse les reprendre sérieusement. L'objectif ultime, créer ce que les psychologues dans leur jargon appellent un moment d'évidence, un instant suspendu où la vérité devient tellement évidente, tellement criante, qu'elle s'impose définitivement sans retour possible dans l'opinion publique. Et pour tester tout ça, pour mettre la machine en conditions réelles, Sébastien Lecornu
avait fait quelque chose de très concret. Il avait organisé des simulations intensives en interne à Matignon. Le principe? Ses conseillers jouaient alternativement le rôle de Trump, mais aussi celui de différents types d'audiences, des journalistes sceptiques, des citoyens lambda inquiets, des coûts de la transition, des représentants de pays en développement réticents aux contraintes climatiques. Et regardez ça. Monsieur le Premier ministre, vos éoliennes tuent les oiseaux et défigurent nos paysages, hurlait un conseiller reprenant mot pour mot un argument trumpien classique parmi les plus rebattus. Et là, la réponse de l'écornu fusait, avec un calme olympien. Monsieur le conseiller, les éoliennes tuent environ 0,5% des oiseaux. Les centrales à charbon que défend Trump en tuent 5%. Voulez-vous vraiment parler de protection des oiseaux? Boum, imparable. Et il faut bien le dire, l'ancien militaire qu'il était transparaissait dans chacune de ses séances. Le cornu appliquait à la politique climatique exactement la même rigueur tactique que celle qu'il avait autrefois mise au service de la défense française. La même discipline, la même méthode. Une bataille se gagne par la préparation, répétait-il presque comme un mantra à son équipe. Trump improvise, nous anticipons tout. Et cette préparation minutieuse, croyez-moi, elle ne s'arrêtait pas aux arguments. Pas du tout. Elle incluait même des aspects qu'on pourrait croire secondaires, mais qui en réalité étaient absolument cruciaux. 3 éléments en particulier. Premièrement, la tenue vestimentaire. Costume bleu marine sobre choisi délibérément pour créer un contraste visuel total avec l'exubérance trumpienne. Deuxièmement, la gestuelle. Des gestes mesurés, précis, mathématiques, presque pour incarner physiquement la rigueur scientifique. Et troisièmement, l'intonation. Voix posée, ferme, pour marquer là encore la différence avec les éclats théâtraux de Trump. Et ce n'est pas tout. Un coach en communication internationale, ancien conseiller excusé du peu de plusieurs prix Nobel, avait même travaillé en privé avec Lecornu sur un concept qu'il appelait « l'autorité scientifique incarnée ». Et son message lors d'une de leurs sessions fut limpide « Monsieur le Premier ministre, face aux caméras mondiales, vous ne représentez pas seulement la France. Non, vous incarnez la communauté scientifique internationale tout entière face à l'obscurantisme. Chaque mot, chaque geste doit refléter cette responsabilité historique. » Et 3 semaines, je dis bien 3 semaines avant le départ pour New York, un événement majeur allait basculer toute la stratégie. L'équipe de Lecornu venait de recevoir une information absolument capitale, hautement sensible. Les services de renseignement français, oui, vous m'avez bien entendu, les renseignements, avaient intercepté ni plus ni moins que les grandes lignes du discours que Trump préparait lui en secret pour l'ONU. Et le rapport, il était limpide. Il va attaquer frontalement l'Europe, critiquer nos factures d'électricité, moquer nos voitures électriques et vous défier personnellement sur le nucléaire français, avait livré le directeur de la DGSE en personne lors d'une réunion classée ultra confidentielle. Et cette information-là, elle changeait absolument tout, parce qu'elle permit à Lecornu d'affiner ses contre-arguments avec une précision désormais chirurgicale. Chaque attaque prévisible de Trump avait maintenant sa riposte calibrée, au mot près. Chaque provocation, sa réponse factuelle, au chiffre près. Et c'est avec ce sourire à la fois calme et carnassier que Lecornu glissa à son équipe « Il va nous servir ses mensonges habituels sur un plateau d'argent. Nous n'aurons qu'à les découper un par un devant le monde entier. » Et le voyage vers New York lui s'était déroulé dans une atmosphère très particulière, une atmosphère de concentration absolue, presque monastique. À bord de l'Airbus A330 présidentiel, Lecornu n'avait pas perdu une seconde, pas une. Pendant les 8 heures entières du vol, il les avait passées à une seule chose, réviser ses fiches, mémoriser ses chiffres clés, répéter encore et encore ses formules les plus percutantes. Et autour de lui, son équipe l'entourait. Mais pas n'importe comment, comme on entoure un boxeur avant un combat de championnat du monde. De vrais préparateurs physiques apportant jusqu'à la dernière minute les ultimes ajustements, les ultimes précisions. C'est pendant ce vol-là que Valérie Masson-Delmotte se tourna vers lui et lui livra ce qui ressemblait à une véritable injection de courage. « Rappelez-vous, lui avait-elle dit, vous portez la voix de 97% des scientifiques mondiaux qui s'accordent sur la réalité du changement climatique anthropique. Trump ne représente que 3% de climatologues marginaux et des lobbies pétroliers. Le rapport de force intellectuelle vous est largement favorable. » Et puis juste après, ce fut au tour de Jean Jouzel d'intervenir.
avec dans la voix le poids de toute une vie consacrée à la science. Sébastien, ce que vous allez faire à New York dépassera le simple débat politique. Vous allez donner une leçon de science à la tribune la plus prestigieuse du monde. C'est un honneur et une responsabilité immense. Et à New York, croyez-moi, l'atmosphère était déjà survoltée bien avant le début de la session de l'ONU. Dans les couloirs feutrés du Plaza, là où séjournait Trump, les journalistes américains bruissaient. Les rumeurs allaient bon train, on parlait d'un discours climatique majeur de l'ancien président. Quelque chose de retentissant. De l'autre côté de la ville, au Saint-Regis quartier général de la délégation française, l'ambiance était tout autre. Plus calme, plus concentrée. Le Cornu lui peaufinait ses tout derniers arguments aux côtés de ses conseillers scientifiques. Et c'est précisément à ce moment-là, la veille du discours, qu'un événement totalement inattendu se produisit. Le Cornu reçut un appel surprise. Depuis Stockholm, au bout du fil, Greta Thunberg en personne. Sa voix portait avec elle le poids de toute une génération. « Monsieur le Premier ministre, lui glissa-t-elle, je sais que demain vous allez porter la voix de notre génération face aux mensonges climatiques. Toute la jeunesse mondiale compte sur vous. Et cette responsabilité générationnelle-là, à cet instant précis, elle marqua profondément le Cornu. Au plus profond de lui, elle ajouta par-dessus toute la motivation scientifique et politique qu'il portait déjà une dimension supplémentaire, une dimension émotionnelle. Et ça allait tout changer. Et le grand matin arriva enfin, 23 septembre, 6h30 du matin. Dès l'aube, le Cornu était déjà debout dans sa suite avec vue plongeante sur Central Park, plongé dans une dernière révision de ses notes. Et c'est à ce moment-là qu'il fit une confession à ses plus proches collaborateurs. Quelques mots, mais qui résumaient tout. « Aujourd'hui, je ne représente pas seulement la France. Je porte la responsabilité de dire la vérité climatique face aux mensonges organisés. L'histoire nous jugera sur ce moment. » Et lorsqu'il arriva enfin aux Nations Unies, ce qu'il sentit immédiatement, ce fut quelque chose de palpable. Une effervescence exceptionnelle, hors norme. Et les chiffres ne mentaient pas, ce jour-là, plus de 200 journalistes étaient accrédités pour couvrir la session. Un record absolu pour un simple débat sur le climat. Mais ce qui rendait l'événement encore plus poignant, encore plus chargé symboliquement, c'était la présence des délégations africaines et des petits États insulaires, eux. Les premières victimes du changement climatique, eux qui depuis des années payaient le prix fort et qui suivaient ce jour-là les événements avec une attention toute particulière, une attention pleine d'espoir. Enfin, quelqu'un va peut-être dire la vérité à Trump, confiait à demi-mot l'ambassadeur des Maldives. Et dans la salle historique de l'Assemblée générale, l'atmosphère, elle était comparable à celle d'un grand procès. C'est à peu près la seule image qui marche. Chacun dans cette salle savait pertinemment ce qui allait se passer dans les prochaines minutes, un affrontement majeur. Frontal, définitif, entre deux conceptions diamétralement opposées du monde. D'un côté, le déni climatique trumpien, de l'autre, la science climatique européenne. Et pour immortaliser ce duel, les caméras des plus grandes chaînes de la planète étaient braquées sur les deux protagonistes, CNN, BBC, France 24, Al Jazeera. Toutes étaient là. Toutes attendaient. Quand Trump prit de la parole, l'écornu, lui, ne se laissa déstabiliser par rien. Au contraire, il écouta. Avec une attention quasi clinique, l'attention d'un scientifique étudiant un spécimen de désinformation au microscope. Chaque approximation, chaque mensonge, chaque manipulation, tout était mentalement catalogué, classé et préparé pour la riposte. Il énumère ces fake news comme prévu, pensait le premier ministre français gardant son calme légendaire. Je vais te les pulvériser une par une. Et effectivement, quand Trump termina enfin son grand réquisitoire anticlimatique, il s'était passé quelque chose qu'il n'avait absolument pas vu venir. Sans même s'en rendre compte, sans la moindre conscience de ce qu'il faisait, il avait tendu une à une toutes les perches que l'équipe française avait anticipées des semaines à l'avance. Toutes, sans exception. Ces attaques contre l'Europe prévues, ces moqueries sur les énergies renouvelables anticipées, ces provocations sur le nucléaire français préparé. Tout, absolument tout était prévisible et tout avait été prévu. C'est précisément à cet instant-là que l'écornu se leva et qu'il livra sa performance historique. Mais voilà ce que l'opinion publique mondiale, elle n'a pas vu, ce qu'elle n'a pas perçu en regardant ces images.
Et c'est ça qui est passionnant. Derrière chaque réplique, chaque chiffre, chaque formule, se cachait une stratégie psychologique d'une subtilité absolue, une stratégie patiemment formée mot par les meilleurs experts mondiaux en communication scientifique. En clair, Lecornu, en temps réel, devant les caméras du monde entier, appliquait des techniques de démystification éprouvées, des techniques mises au point en laboratoire par des psychologues cognitifs. Et ces techniques, mes amis, il y en avait quatre piliers, et chacun d'entre eux mérite qu'on s'y attarde parce qu'ils sont absolument fascinants. Première technique, l'effet de contraste. En présentant systématiquement, presque mécaniquement des données européennes positives juste à côté de statistiques américaines négatives, Lecornu créait un contraste saisissant, un contraste qui rendait l'échec de la politique trumpienne tout simplement évident, pour tous, sans exception. Deuxième technique, la source crédible. Et là, c'est du génie pur. En utilisant exclusivement, et je dis bien exclusivement, des données issues d'organismes américains, la NASA, la NOAA, Lecornu rendait absolument impossible pour Trump de crier aux fameuses « fake news européennes ». Boum, piège refermé. Troisième technique, la simplification pédagogique. Chaque statistique complexe, chaque pourcentage abstrait était traduit en temps réel en exemples concrets parlants, compréhensibles pour le commun des mortels. Exemple, 79% d'énergie fossile devenait dans la bouche de Lecornu 4 voitures sur 5 roulant encore au pétrole importé. Vous voyez la différence. Quatrième technique, et celle-ci est probablement la plus puissante de toute l'inversion de la charge émotionnelle. Là où Trump lui jouait sur la peur du changement, sur l'anxiété, sur le repli, Lecornu à l'inverse, jouait sur la fierté de l'innovation. Magistrale. Et c'est cette maîtrise technique-là, cette précision d'orfèvre qui explique pourquoi la performance de Lecornu eut un impact aussi durable sur l'opinion mondiale. Parce qu'au fond, ce qu'on avait vu ce jour-là, ce n'était pas simplement une réponse politique brillante. Non, c'était bien plus que ça. C'était une véritable leçon magistrale. Une leçon de communication scientifique appliquée au plus haut niveau de la diplomatie internationale. Et l'onde de choc qui suivit, mes amis, elle dépassa toutes les prévisions. Toutes, y compris les plus optimistes que l'équipe française avait osé imaginer. En quelques heures, à peine quelques heures, les extraits du discours de Lecornu étaient déjà traduits dans 50 langues différentes, diffusés sur tous les continents. Et regardez ça, dans le monde entier, les universités les plus prestigieuses se mettaient à organiser dans l'urgence des conférences exceptionnelles pour analyser, décortiquer, étudier cette véritable masterclass de fact-checking en temps réel. Et au MIT, je dis bien au MIT, l'événement n'était particulièrement scruté et les réactions, mes amis, n'allaient pas tarder à fuser de toutes parts. Le professeur Kerry Emmanuel, climatologue de réputation mondiale, fut l'un des premiers à prendre la parole et son verdict, il est tombé comme un couperet. En 5 minutes, Lecornu a fait plus pour l'éducation climatique que 10 ans de nos cours. Il a montré comment désarmer la désinformation avec élégance et précision. Vous vous rendez compte, du côté de Stanford, c'est la professeure Katharine Hayhoe, spécialiste reconnue de la communication climatique qui analysait à son tour. C'est un cas d'école parfait de comment transformer un débat émotionnel en démonstration scientifique. Mais voilà, et c'est peut-être ça le plus émouvant dans toute cette histoire, ce n'est pas chez les grands professeurs établis que la réaction fut la plus forte. Non, la plus enthousiasmante de toutes, elle vint de la jeunesse scientifique, de la nouvelle génération. Dans le monde entier, des doctorants en climatologie se mirent à organiser ce qu'ils appelaient eux-mêmes des Lecornu Parties. L'objectif, décortiquer ensemble, image par image, la technique du premier ministre français. Et l'un des témoignages les plus marquants, celui de Sarah Chen, doctorante à Berkeley. Il nous a montré qu'on pouvait être à la fois rigoureux scientifiquement et efficace politiquement. Boum, tout est dit. Et cette fascination de la communauté scientifique internationale pour la performance de Sébastien Lecornu, eh bien, elle s'expliquait par un phénomène rare, très rare, voire unique, parce que pour la toute première fois dans l'histoire moderne, un dirigeant politique venait d'utiliser la méthode scientifique pure dans un débat politique majeur. Pure, vous m'entendez? Hypothèse donnée, vérification, conclusion. Le protocole scientifique de A à Z appliqué en direct sur la plus grande scène diplomatique au monde. Et le plus extraordinaire dans tout ça, ça avait fonctionné. Parfaitement. 6 mois après cette confrontation historique, l'impact, lui, ne s'était pas dilué dans le temps. Au contraire,
Il se mesurait désormais dans tous les domaines, à tous les niveaux. Côté politique, d'abord, Le Cornu était devenu en quelques mois à peine une véritable référence mondiale pour la communication climatique. Régulièrement invité dans les plus grandes universités du globe pour venir expliquer en personne sa méthode de fact-checking diplomatique, et son discours lui était désormais étudié dans toutes les écoles de journalisme comme l'exemple parfait, l'exemple pédagogique absolu de vérification factuelle en temps réel. Mais ce n'était que le début. Côté scientifique, les effets étaient encore plus spectaculaires. Vraiment spectaculaire. Tenez-vous bien, les demandes d'inscription en climatologie avaient littéralement bondi de 340% dans les universités européennes. 340%, vous lisez bien. Et la raison simple. Les jeunes voulaient désormais faire comme Le Cornu. Maîtriser la science. Vraiment. Pas pour la garder pour eux, mais pour pouvoir à leur tour la défendre publiquement. Et même au sommet de la hiérarchie scientifique mondiale, le GIEC lui-même rapportait une augmentation sans précédent des candidatures. Des jeunes chercheurs venus du monde entier souhaitant désormais contribuer activement au prochain rapport. Côté médiatique, la confrontation Le Cornu-Trump était-elle aussi devenue tout autre chose? Bien plus qu'un simple événement politique, elle était devenue un véritable cas d'école dans toutes les formations au fact-checking. Et les écoles de journalisme du monde entier, eh bien, elles analysaient désormais minute par minute, seconde par seconde, la technique de Le Cornu. Dans quel but? Pour enseigner à leurs étudiants, la prochaine génération de journalistes, comment démonter méthodiquement la désinformation, en direct, devant tout le monde. Mais alors, croyez-moi, l'impact le plus inattendu, le plus inimaginable de toute cette histoire, ce ne fut pas sur les jeunes scientifiques, ni même sur les universités, non. Ce fut sur Donald Trump lui-même, sur l'homme. Lui qui depuis des décennies s'était habitué à dominer absolument tous les débats, par sa seule force de caractère, par son aura, par sa rhétorique populiste, eh bien, il découvrait pour la toute première fois quelque chose de stupéfiant. Quelque chose qu'il n'avait jamais vu venir, on pouvait le réduire au silence. Lui, au silence total. Et avec quoi? Pas avec des cris, pas avec des insultes, pas avec des manœuvres politiques, non. Avec quelque chose de bien plus dévastateur, la simple évocation de faits vérifiables. Et cette découverte-là, croyez-moi, elle le déstabilisa profondément au plus profond de lui, au point, et là c'est presque incroyable, qu'il évita soigneusement de reparler du climat pendant plusieurs mois de silence radio sur ce qui était pourtant l'un de ses sujets fétiches. Et lorsqu'il osa finalement, ses tentatives de relancer le débat climatique, toutes, sans exception, tombèrent systématiquement à plat. Pourquoi? Parce que dès qu'il évoquait ses thèmes habituels, journalistes et opposants politiques lui opposaient immédiatement comme un réflexe les chiffres de Le Cornu. Boum. Conversation terminée. Et cette impuissance nouvelle de Trump face au débat climatique, mes amis, elle eut des répercussions absolument considérables sur la politique américaine elle-même. Et là, on rentre dans quelque chose de fascinant, parce que les républicains modérés, ceux qui, depuis des années, n'osaient pas piper mot de peur de représailles, eux prirent enfin courage. Enhardis par l'exemple éclatant de Le Cornu, ils osèrent enfin pour la première fois critiquer ouvertement les positions climatiques de leur propre camp. Et la déclaration la plus marquante de cette nouvelle ère, elle vint du sénateur Mitt Romney en personne. 1 an après la confrontation de l'ONU, il déclara « Si un dirigeant étranger peut humilier notre ancien président avec de simples données scientifiques, c'est que notre position est indéfendable. » Tout est dit, et les conséquences géopolitiques de cette séquence majeure, énorme. L'Europe, elle avait retrouvé presque du jour au lendemain un véritable leadership moral sur la question climatique. Les États-Unis, ils étaient désormais plongés en plein questionnement sur leur politique énergétique tout entière. Et la Chine elle-même, accrochez-vous, la Chine avait accéléré ses investissements verts. Et pourquoi, à votre avis? Pour ne surtout pas être accusé à son tour des mêmes incohérences que Trump. Mais ce qui était peut-être le plus remarquable dans toute cette histoire, l'émergence partout dans le monde d'une toute nouvelle génération de dirigeants politiques, une génération directement inspirée par l'exemple de Le Cornu, une génération qui osait enfin sans complexe utiliser la science comme une véritable arme politique face au populisme ambiant. Et ce phénomène, croyez-moi, n'avait pas de frontières. En Allemagne, en Espagne, au Canada, en Australie, on voyait fleurir partout de jeunes responsables politiques qui adoptaient désormais ce qu'on appelait déjà sans aucun complexe la méthode Le Cornu. Pourquoi faire?
pour démonter en direct sans faiblir les fake news de leurs adversaires climato-sceptiques. Et cette véritable révolution de la communication politique scientifique, eh bien, elle culmina lors de la COP30 de Brasilia en novembre. Et là, attention, quelque chose de fondamental se produisit. Pour la première fois, les approximations, les dénis et les relativismes habituels des pays réticents n'avaient tout simplement plus droit de citer. Plus aucun. Et l'analyse la plus juste de ce phénomène, elle vint de Christiana Figueres, l'ancienne secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. L'effet Lecornu a changé les règles du jeu, on ne peut plus mentir sur le climat sans être immédiatement contredit par des faits. C'est une révolution diplomatique majeure. Et quant à Lecornu lui-même, qu'est-il devenu dans tout ça? Eh bien, il était désormais bien plus qu'un premier ministre français. Bien plus. Il était devenu un véritable symbole mondial. Un symbole de la résistance intellectuelle face à la désinformation. Son discours du 23 septembre 2025 était désormais étudié dans les universités du globe entier comme un modèle de courage politique et de rigueur scientifique. Et lors de la cérémonie de remise des prix Nobel 2026, moment ô combien symbolique, le comité norvégien rendit un hommage public exceptionnel à Lecornu. Sans lui remettre le prix lui-même certes, mais en déclarant que son action pour la défense de la vérité scientifique face aux mensonges climatiques honore l'esprit du Nobel et inspire le monde entier. Et c'est sur cette image-là que l'histoire retiendra ce moment. Ce jour précis de septembre 2025, dans l'enceinte sacrée des Nations Unies, un homme armé de la seule vérité scientifique a terrassé l'un des plus puissants démagogues de son époque. Et par cette victoire de l'intelligence sur l'ignorance de la science, sur l'obscurantisme, il a fait quelque chose qui dépasse de très loin la simple politique. Il a redonné espoir. Espoir à toutes celles et ceux qui croient encore malgré tout que la raison peut, oui, triompher de la déraison.